Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission dont le thème est « Nourrir les hommes sans détruire la planète ». Cette idée d'émission est née grâce à Francis Guinaud que nous accueillons aujourd'hui dans notre studio de RCF Hautes-Alpes. Francis Guinaud, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de faire partager vos réflexions avec nos auditeurs. Mais avant, nous saluons votre invité, Denis Dupré. Bonjour à tout le monde. Denis Dupré, donc bonjour. Pour vous présenter, vous êtes professeur d'éthique et de finance à l'Université de Grenoble, c'est bien cela? Oui, oui. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages économiques et vous avez notamment dirigé un livre pluridisciplinaire sous le titre « Éthique et capitalisme » aux éditions Economica en 2002. C'est toujours ça. Toujours ça. C'était un livre où on avait essayé de demander à des gens de différents horizons d'avoir leur position sur l'éthique. Il y avait notamment un théologien, il y avait le responsable de la chaire d'éthique à l'UNESCO, il y avait un économiste spécialiste du crime et un Canadien. Donc on avait essayé de regarder si tous ces gens différents qui ne se parlent jamais, est-ce qu'on pouvait avoir une vision commune de l'éthique. Alors en 2002, c'était un peu nouveau. Mais du coup, ça donnait des visions différentes et assez intéressantes pour voir les complémentarités. Alors, l'ouvrage qui a servi également de support à Francis Guinaud sur le thème de la faim, qui nous intéresse aujourd'hui, s'intitule « La planète, ses crises et nous », alors que vous avez coécrit avec Michel Griffon, qui est agronome, économiste et chercheur. Ce livre a été édité par les éditions Atlantica en 2008. Alors, je me tourne vers vous, Francis Guinaud. Pourquoi avoir eu envie de réaliser cette émission sur le thème « Nourrir les hommes sans détruire ma planète » ? Eh bien, je suis actuellement animateur d'un collectif de solidarité internationale qui est sur le Buech. Et nous avons été lancés un peu par un livre de Henri Ziegler, de Jean Ziegler plus précisément, qui s'appelle L'Empire de la honte, et donc qui alerte les gens sur la remontée de la faim dans le monde. Et on s'aperçoit que finalement, les gens ont une vision assez difficile sur le sujet. Il y a tantôt les pessimistes qui alertent et qui disent on va vers la catastrophe. Et puis, il y a aussi les gens qui sont au contraire très optimistes, qui disent de toute façon, vous inquiétez pas, on finira toujours par s'en sortir. Donc, il m'a vraiment paru important que les auditeurs de RCF puissent se faire une idée quand même claire et précise sur la question. Ça va être très difficile, mais on va essayer d'y arriver quand même. Alors, on va savoir s'il faut être optimiste ou pessimiste. Donc, grâce à Denis Dupré, vous allez nous proposer 3 volets autour de ce thème. Sous quelle forme? Trois thèmes pour 3 émissions? Oui, alors 3 émissions qui se composent d'abord d'une première émission avec notre invité d'aujourd'hui, Denis Dupré, qui sera consacrée au diagnostic de la faim dans le monde. Et ensuite, toujours avec Denis Dupré, une autre émission où on essayera d'esquisser une solution d'un point de vue économique et écologique. Et puis ensuite, avec le père Fournier, on essayera de voir qu'est-ce que dit l'Église par rapport à cette question qui touche tous les humains en cette année 2009. Alors, commençons donc aujourd'hui avec vous, Francis Guinaud et Denis Dupré, à poser le diagnostic de la faim dans le monde. Eh bien, alors, dans votre introduction, la planète, ses crises et nous, vous nous dites que nous sommes actuellement confrontés à 4 menaces qui pèsent sur l'humanité. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ces 4 grandes menaces? Alors, on est confronté à 4 grandes menaces. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois où on est confronté à ces 4 grandes menaces en même temps. Alors, dans la première menace, on pourrait dire ce qui est la plus importante, à mon avis, qui est le réchauffement climatique. Alors, ce réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu il y a 150 000 ans. Il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle. Mais on a eu déjà des périodes de glaciation et puis des périodes de réchauffement. Donc ça, dans l'histoire de l'humanité, on a déjà vécu, mais il y a très longtemps. Alors, on a aussi le problème de la pénurie d'énergie fossile. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est un stock qu'on va y avoir épuisé en 2 siècles. Alors, que faire après? L'énergie, il n'y a pas tellement de miracles dans l'énergie. Alors, on peut espérer avoir une solution un peu miracle. Une autre crise qui est fondamentale, c'est la perte de la biodiversité. Alors, cette perte de la biodiversité, on a déjà vécu ça il y a 65 millions d'années, parce qu'on a déjà vécu des disparitions massives d'espèces. Et là, ce qui risque de nous arriver, c'est une autre disparition massive d'espèces
il faudrait espérer que l'homme ne fasse pas partie du lot de la disparition, parce que quand on se dit disparition, il y a des tas d'espèces, l'homme en fait partie. Hein, il ne faudrait pas l'oublier. Alors, une troisième menace, c'est la pénurie de ressources alimentaires. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Et donc, dans cette pénurie de ressources alimentaires, c'est quelque chose qu'on a vécu dans les années 60, dont on reparlera. Mais du coup, on a trouvé une solution. Hein. On a trouvé une solution dans les années 60. Ça a été la Révolution verte. On est en face d'une autre problématique du même ordre, c'est-à-dire qu'on va augmenter la population mondiale de 3 milliards. On est 6 milliards, on va être 9 milliards. Quand vous êtes 2 à table, il faudra penser qu'à horizon 2050, il faudrait être 3. Et que faire? Et donc ça, c'est la troisième menace. La dernière menace, elle est économique et politique. Or, cette menace économique, on l'a vécue de façon différente avec la crise de 29. Il y a peu d'entre nous qui se rappellent des conséquences, mais enfin, les conséquences... Pas autour de cette table. Pas encore autour de cette table. Mais ça a été notamment... ça s'est fini par la guerre. Donc, en général, c'est très long et puis c'est très difficile. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les autres crises qui allaient se superposer. Donc, on est face à ces 4 crises. Les paradis fiscaux, si on cite sur le plan économique, les paradis fiscaux, c'est encore des trous noirs incontrôlables, complètement incontrôlables. La circulation de monnaie, les banques, c'est des choses, on ne sait pas du tout où on va. Il y a de plus en plus sur la planète d'États qui sont complètement défaillants, c'est-à-dire qui sont incapables d'assurer l'ordre public, la justice, la sécurité minimale, sans compter les États très petits qui sont complètement achetés par des systèmes mafieux et qui dictent carrément la loi et la réglementation de ce micro-pays. Et du coup, voilà le panorama de ces 4 crises et on va en parler d'une. Alors justement, oui, vous venez de nous expliquer, Denis Dupré, nous allons donc tenter de faire un diagnostic en 2 parties. D'abord l'écologie, puisque vous avez parlé des éléments écologiques qui font la crise. Ensuite, l'économie. Alors comme beaucoup d'écologistes, vous faites référence au livre de Jared Diamond, How Societies Choose to Fall or Succeed. C'est un livre qui tente d'expliquer le déclin puis la disparition de certaines civilisations. Denis Dupré, pouvez-vous nous résumer les principales conclusions de ce livre en les illustrant par un exemple comme les Sumériens ou les Mayas? Alors là, on repart très loin. Alors on repart très loin et ce Jared Diamond, c'est un universitaire brillant, il en existe, et qui en fait parle 14 langues et qui s'est dit, tiens, je vais regarder comment les sociétés ont disparu. Alors ce qui est très intéressant, c'est son livre, c'est comment les sociétés disparaissent ou survivent. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a regardé aussi le cas de sociétés qui ont survécu. Alors ça veut dire, c'est intéressant pour nous parce qu'on peut voir un petit peu quelles seront les causes possibles de disparition et quelles sont les possibilités de succès face à des problématiques comme celles que nous venons de voir. Alors dans l'histoire, par exemple, il y a les Mayas qui ont disparu. Alors les Mayas, première petite crise écologique, ils ont énormément déforesté. Du coup, changement climatique. Petit changement climatique et après, problème de se nourrir. Alors comme c'était une société très pyramidale et très féroce, ils se battaient entre petits clans, les chefs se sont pas rendus compte que la population commençait à mourir de faim parce qu'eux continuaient à vivre grassement. Alors là, ça peut être une leçon pour nos sociétés. Il ne faut pas que les dirigeants soient trop déconnectés du mode de vie des gens du dessous. Et du coup, ça finit très mal, disparition de la civilisation. Alors, il y a 2 autres civilisations qui sont intéressantes pour nous. C'est celle de l'île de Pâques. Alors, l'île de Pâques, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une religion, une croyance qu'il fallait ériger des statues en pierre. Ça, c'est sympathique. Et pour ça, il fallait emmener les pierres pour les ériger. Il fallait couper les troncs d'arbres. Alors, petite société, petite île, petite surface. Au bout d'un moment, pour assumer ses croyances, il fallait couper tous les arbres. Ils ont été jusqu'à couper le dernier arbre. Et à quoi leur servaient les arbres? Les arbres leur servaient à faire des pirogues parce qu'ils se nourrissaient uniquement de la pêche au dauphin. Or, le jour où il n'y a plus d'arbres, à ce moment-là, il n'y a plus de pêche au dauphin et cannibalisme. Les gens se sont mangés entre eux. Donc, en fait, nous, on est dans la même problématique, par exemple, avec notre société de la bagnole. Je veux dire, la bagnole, c'est quelque chose qui nous tue parce qu'on émet le CO2. Alors, à un moment donné, il faudrait peut-être se dire, il faut peut-être arrêter de produire ces voitures si on estime qu'au point de vue émission de CO2, c'est trop pénalisant. Et ça peut être une leçon pour nous. Dernier exemple qui est très intéressant, c'est l'Islande. Alors l'Islande, au IXe siècle, ça a été colonisé par les Norvégiens. Et puis, chez eux, ils avaient l'habitude
de couper un peu la forêt et de faire pâturer. En Islande, désastre écologique. Au bout d'un siècle plus tard, il y avait la moitié des terres qui étaient complètement abîmées et impropres à quoi que ce soit. Donc la moitié de la population a disparu. Alors face à ça, désastre écologique, ils ont appliqué une solution très très stricte. Solution très très stricte, c'est on a des biens communs, c'est les pâturages, mais on les gère de façon commune. Alors ça veut dire qu'on va définir collectivement combien de moutons ont le droit de pâturer sur quelle terre et pendant combien de temps. Et la deuxième contrainte qu'ils ont mis, c'est sur le contrôle des naissances. Les familles avaient le droit à avoir tant d'enfants. Grâce à ça, ils ont réussi à survivre. La société a continué. Et au début du XXe siècle, quand les Norvégiens sont revenus en leur disant « Ah ben, vous savez, autour de l'Islande, vous avez de la pêche possible, mais on peut aller draguer à 1 kilomètre de fond avec d'énormes filets, vous allez produire beaucoup plus. » Dans leur gène, ils avaient encore les effets de leur disparition. Ils ont dit « niet ». Ils ont dit « on n'en veut pas et on continue notre pêche traditionnelle ». C'est pour ça qu'autour de l'Islande, vous avez encore énormément de poissons, énormément de possibilités. Donc vous voyez, ces leçons de l'histoire, on peut les transposer à ce qui nous arrive aujourd'hui. Il faut des règles strictes. C'est le message. Le message, c'est qu'effectivement, il faut des règles strictes et gérer collectivement les biens communs. On a des biens communs qui sont, notamment, par exemple, si on regarde sur le département, qui sont l'eau. Tant qu'on ne gérera pas, si on ne gère pas collectivement nos biens communs, un bien collectivement qui n'est pas géré, il est pillé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, pour gagner de l'argent, va le gérer pour vous. Denis Dupré, alors si nous nous concentrons sur les causes structurelles de la faim, en négligeant pour l'instant les causes conjoncturelles, à l'œuvre dans les récentes émeutes de la faim d'avril 2008, peut-on dire que le déséquilibre écologique dont parle Diamond est à l'œuvre dans les régions qui souffrent de la faim de façon chronique? Denis Dupré, pouvez-vous nous donner des exemples de cette situation ? Alors, effectivement, c'est complètement vrai. Vous avez la pénurie alimentaire qui s'est aggravée. Dans toutes les zones où les écosystèmes terrestres ou marins sont dégradés, vous avez l'Afrique sahélienne, certaines parties d'Asie et d'Amérique du Sud. Et du coup, ces dégradations ont diverses origines, mais notamment une pression démographique trop importante. Donc, c'est le cas souvent du surpâturage. On peut donner l'exemple de la Mongolie, par exemple. La Mongolie... surpâturage en Mongolie, qu'est-ce qui se passe? Le sable dessous n'est plus tenu, les vents emportent le sable, et maintenant le sable est à quelques dizaines de kilomètres de Pékin. Et Pékin ne sait pas comment arrêter ce sable. Pékin fait planter des millions d'arbres, et on ne sait pas si ces millions d'arbres suffiront, et si Pékin ne sera pas un jour enseveli sous les sables. D'autres choses, c'est le combustible classique, c'est le bois. Et si on regarde par exemple en Érythrée, le problème de la déforestation, il est fondamental parce que les gens ont besoin de survivre. Donc ils ont besoin de faire chauffer leur cuisine. Et alors c'est pour ça qu'il y a des plans qui sont intéressants, c'est de leur donner des petits fours beaucoup plus performants qui permettent à la fois d'éviter des émissions de CO2 et à la fois d'arrêter la déforestation. Vous avez aussi tout ce qui correspond à étendre déforestation pour étendre les surfaces agraires avec les catastrophes qu'on connaît au Brésil. Si vous allez sur Google, vous allez voir que les terres cultivées augmentent dans la forêt vierge. D'une année sur l'autre, vous regardez avec Google, vous voyez concrètement évoluer la chose. Alors vous avez des détériorations climatiques, des sécheresses, des moussons excessifs. Ce qui va se passer avec le climat, le changement climatique, c'est pas un réchauffement climatique, c'est un changement climatique. C'est donc plus d'extrêmes, donc plus de sécheresse grave et 100 km plus loin, des torrents d'eau. Et les deux choses sont ingérables. Un autre phénomène qui va arriver, c'est beaucoup plus de vent sur la planète et vous prenez une surface avec de l'eau, vous faites passer du vent, vous allez voir que tout va s'évaporer très rapidement. C'est ce qui arrive déjà dans les Hautes-Alpes, vous pouvez déjà voir un petit peu ça. Et puis, vous pouvez avoir des choses très, très graves comme le Gange. Le Gange, à terme, 300 millions d'habitants qui vivent autour du Gange. Et à terme, s'il y a un réchauffement climatique important, fonte des glaces de l'Himalaya, à terme, ces gens-là n'auront plus d'eau. Donc, vous allez avoir une époque pendant quelques dizaines d'années où il y aura trop d'eau par fonte des glaces. Et après, vous aurez des centaines de millions de gens qui n'auront plus d'eau. Oui, alors nous comprenons qu'il y a déjà un déséquilibre écologique qui est en train de s'installer, mais il faut aussi introduire l'aspect économique. Par exemple, dans son livre « L'Empire de la honte »,
Jean Ziegler cite le cas de la famine verte, c'est-à-dire le cas des personnes, des entreprises familiales qui font du café et qui se voient pousser à la ruine parce que le prix du café a été divisé par 4. Et pourtant, les caféiers sont très bien entretenus. Donc, il va falloir maintenant aussi chercher les racines de la faim dans l'économie. Alors, nous sommes en ce moment dominés par la théorie économique libérale qui est appliquée par la plupart des pouvoirs politiques les plus importants et puis par les institutions internationales. Alors, pour le principe, c'est le suivant, c'est que le marché est le meilleur moyen pour que les ressources disponibles soient affectées à l'endroit où elles sont les plus efficaces possibles. Alors, compte tenu du prix indiqué par le marché, supposé parfait, ne vont survivre et prospérer que les entreprises les plus rentables, tandis que les autres sont éliminées. Alors, ça serait très bien si les gens arrivaient à se recaser ailleurs, mais le problème, c'est que la plupart de ces gens viennent à grossir les bidonvilles, en particulier dans les pays du Sud. Et ils viennent y chercher un hypothétique emploi que la plupart du temps, ils ne trouvent pas. Également, on peut dire que le marché ignore les besoins qui ne sont pas solvables. C'est-à-dire que le marché tient compte des gens qui ont de l'argent, mais les gens qui n'en ont pas, eh bien, ça ne les intéresse pas. Et de surcroît, les grosses exploitations travaillent souvent pour des cultures d'exportation. En particulier, on peut parler des biocarburants. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette agriculture à deux vitesses où coexistent des grosses entreprises qui sont très performantes avec des entreprises familiales qui, elles, sont plus ou moins vouées à la disparition? Alors, tout a été fait pendant les années 60 pour effectivement développer les grosses exploitations et pour faire refluer les petites exploitations. Le bilan est catastrophique. Les petites exploitations qui disparaissent, c'est des gens qui vont soit dans les bidonvilles, parce qu'en général, ils ne sont même pas propriétaires de leur lopin de terre, donc soit qui meurent de faim complètement. Et le problème de ces petites exploitations et de cette disparition des petits exploitants, qui est catastrophique dans de nombreux pays, dans d'autres pays, a été géré plus ou moins bien. Nous prendrons le cas de la Chine. Alors la Chine, c'est là où on a essayé de gérer ce flux. On a en gros, en Chine, 800 millions de paysans et 500 millions de citadins. L'objectif du gouvernement, c'est d'inverser les chiffres. Donc c'est quelque chose d'hallucinant. Ça veut dire qu'en 10 ans, on va vous dire, il y a 300 millions de paysans, ils vont aller travailler dans les usines. Et puis, à la place, au lieu d'avoir des petits paysans avec 3 fois rien, on prend une agriculture de type de celle productiviste qu'on a implantée en Europe et aux États-Unis. Alors c'est heureusement que la crise risque d'arrêter ça, parce que les impacts de ces grosses exploitations, c'est le chômage. Le chômage qui va monter de façon extrême, et dans ces périodes de crise, c'est une catastrophe. Et 2, c'est une consommation d'énergie effrénée, hallucinante. Il faut plus de 2 litres de pétrole pour faire 1 kilo d'engrais. Donc quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous déversez du pétrole dans les champs pour faire de la production. Alors, si on reprend le cas de la Chine, en plus, ces mouvements de population, ça introduit des déséquilibres qui sont planétaires et qui sont colossaux. Prenons l'exemple du porc. On a des citadins en Chine qui commencent à avoir plus de pouvoir d'achat. Donc, ils vont mettre une petite aile de poulet dans leur riz pour consommer un petit peu de façon plus agréable, ce qui est légitime, c'est ce qu'on fait nous. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a comme impact qu'il faut faire énormément de porc, par exemple. Les Chinois adorent le porc. Donc, faire énormément de porc, ça veut dire qu'on a demandé à tous les Chinois de produire du maïs au lieu de produire du soja. Ça veut dire qu'ils produisent du maïs au lieu du soja. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont déficitaires en soja. Et où est-ce qu'ils vont aller chercher le soja maintenant? En Argentine. L'Argentine est en train d'utiliser toutes ses terres et aussi de déforester un maximum pour faire du soja pour envoyer au port des Chinois. Donc en fait, on introduit des équilibres brutaux, massifs partout. Alors justement, Denis Dupré, est-ce que ça vient de mauvaises analyses pour les prévisions ou pourquoi arrive-t-on à des situations extrêmes comme ça? Parce que le marché, c'est le contraire de la prévision. Le marché financier, c'est de dire j'ai une main invisible qui prévoit et qui prévoit strictement rien. Quand vous regardez ce qui se passe,
c'est que les déséquilibres sont massifs, des dizaines de milliers de personnes sont impactées, des millions de personnes peuvent mourir. Le marché n'en a strictement rien à faire. Mais on a remplacé la planification, c'est-à-dire de se dire, si on veut savoir comment les gens vont manger dans 5-10 ans, parce que le problème, c'est si on est 6 milliards aujourd'hui, si on est 9 milliards en 2050, il faut planifier, parce que la surface agricole possible, elle est fixe. Et donc, la productivité, augmenter la productivité, c'est un miracle qui n'est pas gagné. Et donc, il faut planifier. Mais le marché n'a jamais planifié rien. Il n'a jamais planifié que tel petit paysan pauvre qui va être éjecté de ses terres et qui n'a plus rien à manger, on ne veut pas savoir ce qui va devenir. On veut juste savoir que c'est plus rentable qu'on fasse du soja pour les ports de Chine et pour que la classe moyenne chinoise commence à manger un petit peu de viande. Alors, là-dessus, on ne peut pas incriminer la classe moyenne chinoise parce que nous, on consomme plus de viande que la classe moyenne chinoise. Le problème, c'est que si on veut avoir une harmonie sur la planète, il faut planifier où vont être produites les choses, comment et pour qui. Est-ce que on voit quand même maintenant un petit peu les choses se préciser? C'est-à-dire que d'un côté, on a une agriculture très performante, des grosses exploitations, mais qui ne se soucie guère de ses impacts au point de vue écologique et qui ne se soucie guère de ceux qui ne peuvent pas payer. Et d'un autre côté, on a des entreprises familiales qui n'arrivent pas à survivre, mais souvent, on nous dit, mais écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Pour nourrir tout le monde, il faut qu'on soit très, très performant. Donc, pour être performant, il faut avoir des grosses entreprises. Il faut avoir des entreprises qui aient l'accès aux derniers brevets, aux dernières techniques, etc. Alors, il y a toujours un problème qui se pose, c'est est-ce que on arrive à faire suffisamment de production? Est-ce que c'est la production qui manque ou c'est la distribution qui est incompétente, qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre sentiment sur ce partage? Alors, supposons que la planète, ce soit 9 parcelles. Supposons qu'il y ait 9 parcelles équitables sur la planète. Et supposons qu'il y ait 5 personnes qui aient une parcelle. Chacun a une parcelle. Parmi les 5 personnes, il y a 6 personnes sur la planète. 5 ont une parcelle. Et la dernière personne a 4 parcelles. C'est l'état actuel à peu près de ce qui se passe. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est 6 milliards d'habitants. Avec 9 parcelles, on arrive tous à vivre, mais différemment. Une des personnes utilise qu'une parcelle. Ça, c'est l'Indien. L'Indien, parce qu'il consomme que des céréales. Et celui qui consomme 4 parcelles, pourquoi il en consomme 4? Parce qu'il mange peut-être un peu plus, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une parcelle pour les céréales et il y a 3 parcelles pour faire des céréales pour nourrir les animaux qui lui feront un petit complément alimentaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une calorie de céréales, c'est très très peu. Le rendement pour le transformer en viande, c'est très mauvais. Il faut 12 calories de céréales pour faire 1 calorie de viande, de bœuf par exemple. Alors, si vous voyez ça, si vous comprenez ça, vous comprenez que la planète peut nourrir 10 milliards de gens si on mange comme des Indiens, 4 milliards si on mange comme des Italiens et 2,5 milliards si on mange comme des Américains. Donc, le problème, ce n'est pas un problème de technologie de ce qu'on veut. Ça va être d'abord un problème de justice sous forme de compréhension qu'il faut. Nous vous proposons le 2e volet de réflexion autour du thème « Nourrir les hommes sans détruire la planète ». Et pour cela, nous accueillons dans notre studio RCF Hautes-Alpes Francis Guinaud, qui est à l'initiative de cette émission. Francis, bonjour. Bonjour. Et nous recevons également Denis Dupré, bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter, vous êtes professeur d'éthique et de finance à l'Université de Grenoble et vous avez coécrit avec Michel Griffon un ouvrage intitulé « La planète, ses crises et nous ». Ce livre a été édité par les éditions Atlantica en 2008. Francis Guinaud, pourriez-vous nous résumer l'émission précédente? Eh bien, nous avons essayé de faire un diagnostic en 2 parties. D'une part, une partie écologique et d'autre part, une partie économique. La partie économique est quand même assez facile à mettre en place puisque la situation est dominée par l'idéologie du libéralisme. C'est-à-dire qu'on pense que le marché va résoudre tous nos problèmes. Or, ce marché est incapable d'arriver à assurer la survie alimentaire pour au moins 3 raisons. D'abord, parce qu'il ne prend en compte que les besoins solvables, et donc il ignore les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, ce qui correspond à peu près à 2 milliards d'individus.
Et d'autre part, le marché réel est très loin d'être parfait. On a des effets de domination qui ont été pointés par François Pérou, qui fait que le marché fonctionne surtout en avantageant les plus riches. Et d'autre part, les prix qui sont obtenus par l'équilibre de l'offre et de la demande ne sont pas les bons prix. D'abord parce qu'ils sont trop bas dans le domaine agricole, parce qu'il y a un certain nombre de subventions qui sont versées aux agriculteurs américains et européens pour qu'ils puissent équilibrer leur budget. Et d'autre part, ces prix n'intègrent pas les effets des pollutions qui impactent, par exemple, la santé publique, qui impactent les qualités des eaux, etc. Donc, on est obligé de dépenser de l'argent pour corriger ces pollutions. Donc, ces effets ne sont pas pris en compte dans les prix du marché. Ce qui fait que les prix ne sont pas bons et qu'on a donc un équilibre économique qui n'est pas le bon équilibre que nous avait prévu la théorie libérale. On a vu aussi que d'un point de vue écologique, on était soumis à 4 grandes menaces. Et ces menaces sont très importantes parce qu'elles définissent le contexte dans lequel on doit arriver à trouver une solution maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les menaces qui vous paraissent les plus contraignantes pour justement esquisser cette solution maintenant? Alors, les menaces, elles sont principalement de 2 ordres. Alors, la première menace, c'est le changement climatique. Ce changement climatique, c'est une bombe à retardement. Alors, pourquoi une bombe à retardement? Parce qu'on accumule du gaz à effet de serre, du CO2, on l'accumule dans l'atmosphère et ces effets, ces impacts se font sentir plusieurs dizaines d'années après. Du coup, on ne se rend pas compte, même si on arrêtait tout brutalement, dans 10 ans, ce serait bien pire qu'aujourd'hui. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et quels sont ces effets du changement climatique? Alors, ça peut se synthétiser, on vous parle d'un réchauffement moyen de 2 degrés, 3 degrés, personne n'y comprend rien. Et si on veut, je vais vous relire ce que dit le rapport Stern. Alors, le rapport Stern, c'est un économiste de la Banque mondiale et il a traduit pour les financiers, il a traduit ce que disaient les scientifiques qui travaillent sur le climat depuis plus de 10 ans, les gens du GIEC, c'est-à-dire plus de 1000 chercheurs dans le monde entier, ont annoncé cette catastrophe qui allait venir. Mais pour les financiers de Wall Street, pour eux, c'est rien, parce que les pertes de diversité, de biodiversité, ça ne les touche pas, parce que quand ils descendent acheter leur Big Mac, ils auront toujours leur Big Mac en bas. Mais par contre, si on leur dit brutalement, mais ça va vous coûter 2 guerres mondiales, alors là, ils comprennent. Et du coup, le rapport Stern, il a traduit pour les gens des villes qui n'ont pas de contact avec la nature, qui sont hors sol. Il a traduit enfin ce que ça allait faire. Donc, perte de biodiversité, ça vous fait sauter. Et vous dites, mais je suis peut-être l'espèce menacée. Les financiers et autres, pour eux, tant qu'on ne leur a pas traduit en disant, ça coûtera 2 guerres mondiales. Et c'est ce qu'a dit le rapport Stern, ça coûtera 2 guerres mondiales. Et par exemple, je vais vous lire le réchauffement climatique le plus probable, qui est de 3 degrés. Moyen, c'est l'élévation de température moyen sur la planète. Je vais vous lire les impacts que ça a. Sur l'eau, des tempêtes sévères en Europe du Sud tous les 10 ans. Entre 1 et 4 milliards de personnes souffrent de manque d'eau. Entre 1 et 5 milliards de personnes risquent des inondations accrues. Sur la nourriture, entre 150 et 500 millions de personnes supplémentaires risquent la famine. Les rendements agricoles baissent à plus haute latitude. Sur la santé, entre 1 et 3 millions de personnes supplémentaires meurent de faim. Sur les terres, entre 1 et 170 millions de personnes supplémentaires sont exposées aux inondations chaque année. Sur l'environnement, 20 à 50% des espèces potentiellement menacées. Et sur les catastrophes, fonte irréversible du Groenland, c'est déjà nettement entamé, changement brusque des régimes de mousson, risque croissant d'affaiblissement du Gulf Stream et risque croissant de fonte de l'Antarctique. Donc là, je vous présente le scénario moyen qui est loin d'être le scénario le plus catastrophique. Et en plus, peuvent se rajouter des tas de phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Dernièrement, dans le journal le plus scientifique connu, Nature, ils viennent de dire que dans le permafrost, c'est-à-dire dans la partie gelée de la Terre qu'il y a en Russie, au nord de la Russie,
il y a énormément de gaz à effet de serre. Ils ont fait des expériences. La semaine dernière, ils viennent de publier. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et ça risque d'être beaucoup plus catastrophique qu'on le croit. Et à chaque fois qu'il y a des informations nouvelles, c'est toujours beaucoup plus grave que ce que nous ont dit les scientifiques. Donc là, je vous donne la mesure la plus simple et ce qui peut arriver de façon le plus évidente. Alors sur l'autre problème, c'est cette pénurie alimentaire et les émeutes de la faim. Et on voit qu'un des grands points de la catastrophe qui menace, c'est justement que les agricultures et les grandes exploitations remplacent les agricultures vivrières, alors qu'il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de mettre des grandes exploitations à la place des paysans sans terre, des paysans les plus pauvres, c'est de développer ces paysans sans terre et les paysans les plus pauvres. Oui, alors je crois que c'est très important ce que vous avez dit parce que je crois que nos auditeurs vont comprendre bientôt qu'il va falloir changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser sortir de la crise simplement en reproduisant ce qui se faisait auparavant, en disant c'est pas grave, on va remettre un petit peu d'huile, un petit peu de scotch, et puis ça y est, on va remettre la clé dans le contact et ça va redémarrer comme avant. On est vraiment obligé de changer parce qu'on est confronté à des contraintes écologiques extrêmement fortes. Alors pour arriver à trouver des débuts de solutions, je crois qu'on peut peut-être commencer par un sujet qui fait, je crois, pas mal l'unanimité, c'est les problèmes de techniques agricoles. Est-ce que dans votre livre, je crois, avec Michel Griffon, vous avez parlé d'une révolution doublement verte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Alors, ça fait référence à déjà la Révolution verte. Alors, la Révolution verte, c'est dans les années 60. Elle s'est appelée Révolution verte parce que par rapport au communisme, les Américains se sont dit pour lutter contre le communisme, il n'y a qu'une solution, c'est d'empêcher les gens de mourir de faim et qu'il y ait des émeutes et que le communisme s'installe. Donc, ils se sont dit, on va aider les pays à l'étranger à ne pas mourir de faim. Et du coup, tout a été basé sur des grandes exploitations, sur beaucoup d'énergie, ce qu'on a vu la dernière fois, et puis sur une augmentation forte des rendements. Si vous regardez le rendement du blé en France, il a triplé depuis les années 60. Donc c'est une révolution qui a marché. C'est-à-dire que des années 60 à aujourd'hui, on a réussi à nourrir les milliards d'habitants supplémentaires sur la planète grâce à cette révolution verte. Alors cette révolution verte, elle concerne un nombre très très faible de grandes exploitations. Sur la planète, c'est de l'ordre de 20-30 millions d'exploitations. Et du coup, ces grandes exploitations, maintenant, on commence à en voir les limites partout. C'est-à-dire que la productivité stagne. On a beau mettre plus d'engrais, plus de pesticides, plus tout ce qu'on veut, les rendements stagnent, voire pire, on a des terres qui deviennent complètement stériles dans certains pays. Donc on voit que cette révolution verte, elle est arrivée au bout. Alors cette révolution verte étant arrivée au bout, bon, après on peut dire, il y aura peut-être des techniques miracles, alors on nous raconte les OGM, etc. Mais en attendant, les techniques miracles, elles n'existent pas. Les OGM ne vont pas nourrir 9 milliards demain. Ça peut peut-être être une partie d'une solution. Pour l'instant, rien n'est prouvé nulle part là-dessus. Donc maintenant, il faudrait raisonner plus intelligemment et se dire, mais combien il y a de paysans sur la planète? Il n'y a pas que 30 millions de paysans. Donc il faut penser aux 2,5 milliards de paysans qui restent. Et c'est là où il y a des ressources de productivité colossales. Parce que sur ces 2,5 milliards de paysans, il y a 1,9 milliard qui vivent en autosubsistance. C'est-à-dire qui se nourrissent eux-mêmes. Et puis vous avez 600 millions de paysans, et ça c'est le scandale, qui sont sous-alimentés, qui ne mangent même pas à leur faim. Et c'est parmi ces paysans-là qu'on peut fournir, grâce à des coopératives qui assureraient l'accès au crédit, grâce aux semences, grâce à de la petite mécanisation et à la conservation des sols, on peut arriver à une augmentation de la productivité qui servirait à nourrir localement les villes, les villages alentours. Et donc la solution, ce sera quelque chose de local et ce sera basé justement sur ces paysans les plus pauvres et non pas sur ces grandes exploitations. Alors oui, donc on aurait une sorte de nouveau modèle
où le relais serait pris par des exploitations familiales qui seraient regroupées en coopératives, qui travailleraient donc sur place avec des moyens peut-être beaucoup moins voraces en énergie, et qui permettrait de nourrir sur place, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas ces grands flux de transport entre des grosses entreprises qui se trouvent par exemple aux États-Unis ou au Brésil, et puis des gens qui sont en Afrique ou en Asie. Donc il y a aussi, je crois, quand même à poser le problème de la proportion de protéines d'origine animale, parce que je crois que c'est une des variables qui va peut-être nous permettre de boucler et de peut-être arriver à avoir une production égale à la demande. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cette variable, c'est-à-dire la proportion de protéines consommées par les gens, peut nous permettre un peu d'arriver à équilibrer production et consommation? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a ce problème de consommation de protéines animales. On a vu que, je veux dire, une calorie animale, il fallait entre 5 et 12 calories végétales. Donc, c'est clair que pour adapter la consommation à la production, une des variables de contrôle qui est simple, c'est de dire on va changer un petit peu le régime alimentaire des gens. Donc, il y a ce régime alimentaire des gens qui est fondamental. Et il y a la deuxième chose qui est de dire on ne peut plus fonctionner sur un marché mondial. Parce que le marché mondial, c'est des émeutes de la faim potentielles en devenir constantes. Si vous regardez le prix du mil, vous le regardez sur 10 ans, mais personne au monde, même un banquier, serait incapable de gérer ces risques-là. Les prix varient de 50 à 150, puis retombent à 25, puis passent à 80. Donc vous voyez, dans les prix d'achat des productions ou dans les prix de vente, il y a une telle variation, une telle volatilité qu'aucun paysan ne peut survivre. On peut prendre l'exemple de ce qui se passe dernièrement. Vous avez le pétrole qui a augmenté jusqu'à $150 le baril. Supposons qu'il y ait des paysans qui aient acheté un peu d'engrais qui soient liés au cours du pétrole. Ils l'ont acheté à des cours $150 le baril, alors que la production en blé, en ce que vous voulez, était très haute. Et puis vous voyez que le temps qu'ils sèment, le temps qu'ils récoltent, vous voyez qu'aujourd'hui les prix sont cassés la figure, mais vous allez avoir des dizaines de millions de paysans en faillite. Et du coup, il n'y aura pas de possibilité d'aide de cette petite paysannerie sans stabiliser ce qui concerne les recettes et les dépenses. Et pour stabiliser les recettes et les dépenses, il y avait des caisses de stabilisation dans certains pays qui ont été démantelées parce qu'on a jugé que le marché allait tout faire. Non, le marché n'a pas tout fait. Et donc, ces caisses de stabilisation, c'était des points nécessaires pour qu'entre les recettes et les dépenses, sur plusieurs années, il y ait des équilibres pour les paysans. Alors, c'est là où les financiers sont aussi responsables et pourraient faire des choses. Il est envisageable d'utiliser les marchés financiers pour s'adresser et pour répondre aux problèmes des paysans les plus pauvres et pour assurer une stabilisation entre leurs recettes et leurs dépenses. Parce que ce n'est pas à eux d'assumer la volatilité de ces prix. Et pour assumer ce risque, vous avez peut-être entendu parler des fonds éthiques, etc. Je veux dire, c'est plutôt aux gens qui ont de l'argent et qui investissent dans ces fonds éthiques qui peuvent assurer et faire cette assurance des paysans les plus pauvres. Et ça, c'est possible à faire. Et pour faire ça, il faut à la fois travailler avec des coopératives en Afrique et aussi avec des banquiers financiers. Alors là, je lance un appel, on ne sait jamais. Si un banquier veut s'intéresser à ce sujet-là, moi, j'ai toute la technologie pour mettre ce système en place. Et sans ce système en place, il n'y aura jamais possibilité d'un équilibre entre les recettes et les dépenses d'un paysan. Il y a trop de volatilité. Et du coup, cette volatilité, ça entraîne que dans les périodes néfastes, les paysans les plus pauvres, ils se sont endettés, donc souvent à taux usuraire, à 20%, 30%, mais ils doivent tout vendre, ils finissent dans les bidonvilles. Quand ils ne se suicident pas, il y a eu 9000 suicides en Inde parmi des paysans surendettés. Donc il n'y aura pas de lancement de cette agriculture qui est la base pour nourrir les 3 milliards d'habitants supplémentaires sans leur assurer les moyens de production et d'équilibrer leurs recettes, leur vie. Mais alors j'aimerais bien justement intervenir à ce niveau-là parce que
nous avons projeté il n'y a pas tellement longtemps justement au collectif un film qui s'appelait La fin des paysans et on nous racontait l'histoire d'une exploitation du Burkina Faso où on nous a dit auparavant c'était du temps du président Sankara, il y avait des coopératives, il y avait des organismes justement pour réguler le prix du riz et tous ces organismes ont été démantelés à la demande de l'OMC parce que c'était une entrave au marché. Le marché libre. Donc, je crois que là, il y a un point important, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur les règles qui ont été appliquées par les institutions internationales, le FMI et l'OMC, et permettre à des États de prendre les mesures pour se protéger, pour pouvoir développer intelligemment leur agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, je pense que c'est un point fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de modification tant que dans les règles de l'OMC où on voudra, il n'y a pas en un que les États ont droit de gérer leur autonomie alimentaire. Je veux dire, c'est complètement fondamental pour plusieurs raisons. Un, à cause des variations des prix internationaux, c'est insupportable. Donc il faut le plus possible produire localement. Et deuxième chose, le jour où vous auriez un problème de santé publique, vous verriez qu'il y aurait des tas de gens qui meurent de faim dans le monde. Parce qu'on ne peut plus transporter les animaux, etc. Donc on vit dans un système d'une précarité que personne n'imagine. Et du coup, la solution, c'est repasser à quelque chose le plus local possible. Ici, en France, ça se traduit par exemple par des AMAP. Donc le maintien de l'agriculture paysanne, chacun essaye d'avoir un panier par semaine d'un agriculteur proche. Le moins il y aura de transfert d'alimentation mondiale, le plus le système sera globalement robuste. Effectivement, il faut mettre à bas toutes les règles de l'OMC qui vont toujours dans le mauvais sens jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'on peut être assez optimiste là-dessus, que suite à la crise qu'on vit actuellement, le libéralisme pur et dur s'est pris une telle claque, il y aura tellement de dégâts que je pense que c'est des discours qui pourront plus être tenus. Et déjà, on voit des évolutions à la Banque mondiale et ailleurs. Dans votre livre, justement, à la fin... En ce qui concerne des règles politiques, vous faites allusion à la taxe sur le carbone, à une éventuelle taxe aussi sur la viande. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus ce que vous pensez devoir être établi au point de vue règles politiques pour arriver à une solution qui soit plus satisfaisante ? Donc il faut voir ce qui est juste par rapport à nos problèmes majeurs. Nos problèmes majeurs, c'est de ne pas émettre trop de carbone. Ce qui serait légitime, c'est que chaque habitant sur la planète en émette 500 kilos de carbone. Et ce qui est légitime, c'est de ne pas manger trop de viande. On peut fixer un espèce de seuil qui serait un seuil juste par habitant sur la planète. Par rapport à ça, les comportements humains font qu'on n'est pas toujours dans ce cadre-là. Et du coup, pour cadrer ça, il y a plusieurs choses. La première, la plus importante, je pense, c'est l'éveil des consciences. Tant qu'on n'a pas conscience d'une problématique, tant qu'on n'a pas d'information, et cette émission, c'est l'occasion d'essayer d'éveiller un peu les consciences, on ne fera rien. Donc, première chose importante, éveil des consciences pour essayer que les gens changent d'eux-mêmes. Deuxième chose, la fiscalité peut être incitative. À ce moment-là, la fiscalité, quel est son rôle ? La fiscalité, c'est de dire, je vais punir tout ce qui va dans le mauvais sens et qui nous pose problème. Donc, à chaque fois qu'on nous mettra un peu de CO2, je vais fiscaliser, mettre un peu d'impôt. À chaque fois qu'on mangera un peu de viande, je mettrai un peu d'impôt. Et cet argent des impôts, je vais essayer de l'utiliser dans des mécanismes pour favoriser des choses positives qui vont dans le bon sens. Et puis, il y a le dernier niveau, parce qu'il y a quand même toujours des gens qui ne comprennent pas, et puis parce qu'il n'est pas non plus légitime que les riches utilisent à outrance des droits. Il n'est pas légitime que notre ami qui s'appelle Tito, il aille faire le tour du monde en fusée et puis qu'il émette je ne sais pas combien de tonnes de CO2 à lui tout seul en 15 minutes. Et du coup, je pense qu'après, il y a des lois et des interdictions. Donc, il y a ces trois niveaux-là qui doivent permettre de réguler par rapport à nos grandes problématiques. Et si on n'arrive pas à les réguler, on sera comme pour les gens de l'île de Pâques, on se retrouvera face à nos problèmes et puis par une disparition lente de notre civilisation. Et du coup, à ce moment-là, on sera tellement devant l'urgence qu'on appliquera des mesures de type de guerre. C'est-à-dire, en temps de guerre, voilà ce qu'on fait. On oblige, on fait des tickets de rationnement, etc. Alors, pour nous faire peur, il y a des délais un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous donner en quelle année ça sera critique ?
Alors, ce sera critique, à mon avis. J'avais dit aux élections législatives que dans 5 ans, il serait trop tard. Je pense que si on n'a pas bougé fortement d'ici 5 ans, je pense qu'il sera trop tard. Et qu'est-ce qu'on a à faire comme chemin? Quelque part, on a à faire un chemin entre ce qu'on imprime comme pression sur la planète et puis notre confort personnel. Et ça, il y a 2 mesures. C'est l'indice de développement humain, comment on est heureux, et puis l'autre mesure qui est l'empreinte écologique. Et il y a un équilibre entre les deux pour pas détruire trop la planète et pour être quand même avoir un niveau de vie suffisant. Et les seuls qui sont au niveau sans trop dépasser, c'est ce qu'on pourrait appeler le développement durable, c'est le Brésil et la Chine. Ça veut dire que le Brésil et la Chine, il faut surtout pas qu'ils aillent vers nous. Et nous, il faut qu'on revienne vers le niveau de vie moyen des Chinois et des Brésiliens, c'est-à-dire diminuer notablement notre consommation. Alors ça, on peut le faire collectivement dans la bonne humeur si on a ça comme objectif commun et qu'on trouve des tas d'autres solidarités qui fera qu'on peut vivre heureux quand même. Il n'y a pas que la consommation dans la vie, et heureusement. Et donc, il y a une certaine philosophie d'une décroissance sereine qu'il faut mettre en route. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Francis Guinaud, on a quand même esquissé une solution grâce à Denis Dupré. Oui, je pense que les choses quand même s'éclairent un petit peu progressivement. Il y a, je crois, beaucoup de travail à faire au niveau des citoyens pour qu'ils voient enfin qu'il faut changer, que s'ils ne prennent pas leur destin en main, eh bien, le résultat peut être vraiment dramatique. Alors c'est possible, hein. Lester Brown a fixé à 165 milliards les dépenses pour régler tous ces problèmes-là, alors que les Américains dépensent juste en armement et en guerre 400 milliards par an. Donc vous voyez, il faut faire pression maintenant. Des chiffres qui parlent. Denis Dupré, merci. Francis Guinaud, merci d'avoir eu l'idée de cette émission. Et à bientôt sur notre antenne. Au revoir. Merci.